Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Construit sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, par l'empereur Hadrien au IIe siècle de notre ère, le Panthéon passe pour être un chef-d'œuvre de l'architecture antique. Rome ne manque pas de sites et de monuments aptes à satisfaire la curiosité des milliers de touristes qui s'y arrêtent chaque année, mais le Panthéon offre quelque chose de plus, un je ne sais quoi qui lui est propre et qui ne tient pas seulement à son remarquable état de conservation. On reste silencieux devant la beauté et la majesté de sa voûte, superbe dans la pureté et la simplicité de ses lignes. D'un diamètre égal à sa hauteur, elle peut contenir une sphère qui est le volume parfait. Le droit romain partage avec le Panthéon deux propriétés qui font sa valeur et lui assurent une forme de pérennité. Il faut le découvrir de l'intérieur pour comprendre sa beauté et cette beauté tient plus à son équilibre interne qu'à sa complexité. Comme le Panthéon réconcilie l'horizontale et la verticale, les juristes romains ont toujours eu le souci de l'équilibre entre la justice et la sécurité, entre la stabilité des règles et leur nécessaire évolution, entre la logique et l'humanité, entre l'abstraction et l'adéquation aux problèmes concrets. Le droit romain fait partie du patrimoine culturel européen, au même titre que la littérature française, l'architecture italienne ou la musique allemande. Pendant des siècles, il a été considéré comme la raison écrite, comme le seul système juridique de qualité. Depuis 2 millénaires, les juristes l'étudient, bon gré mal gré, génération après génération. La plupart des universités continuent à en faire un objet de recherche scientifique, car le génie de Rome est d'abord celui de son droit et l'influence des institutions romaines reste considérable, surtout dans le domaine des rapports entre particuliers. Il est vrai que l'histoire du droit romain est celle d'un système juridique, que l'on peut observer sur une période fort étendue, quasiment un millénaire, et pour lequel nous disposons de sources documentaires abondantes et variées. De plus, l'étude du droit romain peut se faire avec d'autant plus d'objectivité que ce système juridique ne nous est plus directement applicable. Mais la pérennité du droit romain tient surtout à ses qualités. Les qualités du droit romain classique. Si on le compare à d'autres systèmes juridiques de l'Antiquité ou même à d'autres droits plus récents, le droit romain a connu une laïcisation rapide et profonde. Bien entendu, comme tout système normatif, il plonge ses racines dans la religion et la magie. En témoigne, notamment, le caractère religieux de certaines sanctions pénales ou de certaines procédures contractuelles ou judiciaires. Mais assez rapidement dans son histoire, le droit romain est vécu comme une création humaine au lieu d'être présenté comme le reflet de la loi divine. Ce caractère laïque s'accompagne d'une diffusion des normes juridiques dans le corps social dès le IVe siècle avant notre ère, et donne au droit romain une autonomie certaine par rapport aux autres systèmes de régulation sociale comme la religion ou l'éthique. L'autonomie du droit se marque par exemple dans la répartition des rôles entre les autorités publiques. Les pontifes ont des compétences essentiellement religieuses, les censeurs sont les garants des mœurs et des traditions tandis que les prêteurs administrent la justice. Séparé de la sphère religieuse, le droit peut être analysé et critiqué sans que la critique soit ressentie comme une atteinte à l'ordre divin ou un sacrilège. Il peut être enseigné à tous et son application ne doit plus être le monopole d'une classe de prêtres. Fait par les hommes, le droit romain est également fait pour eux. Grâce à son autonomie, il peut évoluer et s'adapter à des situations sociales nouvelles. C'est sa deuxième qualité, la souplesse. Comme nous le verrons, la cause principale doit en être recherchée dans les sources du droit objectif. Ce sont principalement les magistrats, les conseillers juridiques et les juristes de la chancellerie impériale qui ont fait le droit romain classique. Ces créateurs de normes peuvent intervenir avec rapidité et souplesse, plus rapidement à coup sûr que la coutume, par essence conservatrice, et la législation, lente à répondre aux changements du paysage social. La souplesse du droit classique a également pour cause le souci constant des juristes romains de respecter la réalité sociale et de résoudre des cas particuliers. Réalistes comme des paysans peuvent l'être, jamais les juristes romains ne se laissent entraîner par la conséquence strictement logique d'un principe général, sans s'assurer au préalable de l'opportunité de la solution retenue. La troisième qualité du droit romain est son esprit analytique. Sa force, par opposition aux autres systèmes juridiques de l'Antiquité,
est d'avoir élaboré tous les concepts et les distinctions nécessaires au bon fonctionnement du droit. Ainsi, dans la plupart des branches juridiques, les juristes classiques distinguent des situations de fait et des situations de droit. Les premières sont des réalités qui s'imposent à l'observation, sans être nécessairement conformes à l'ordre juridique. Les secondes, par contre, du fait de leur conformité au droit, sont reconnues et protégées par les institutions. C'est parce que nous sommes les héritiers du droit romain que cette distinction nous paraît aller de soi. Elle n'est pourtant pas une donnée qui s'impose d'elle-même. Les juristes médiévaux dans de nombreux domaines ne l'ont pas connue, confondant la réalité empirique et la légitimité de cette réalité. Par exemple, comme nous le verrons en droit des biens, la possession d'un objet est une situation de fait, tandis que la propriété de cet objet est une situation de droit, qui peut coïncider avec la première. Je suis possesseur et propriétaire de ma veste, ou non, le voleur de ma montre en devient possesseur alors que j'en reste propriétaire. De même, les juristes romains ont distingué plus nettement encore que nous, le contrat de vente ou de donation d'une part, le transfert de propriété qui en est la suite logique de l'autre. La vente ou la donation sont des accords de volonté, créateurs d'obligations, tandis que le transfert de propriété est un effet juridique qui résulte en droit romain d'une formalité distincte, cérémonie, procès fictif ou livraison, nous le verrons plus loin. Quatrième qualité des juristes romains, leur respect du principe d'économie qui impose pour atteindre un résultat déterminé de mettre en œuvre le minimum de moyens. Une institution déterminée doit pouvoir être utilisée pour réaliser de multiples fonctions. Par exemple, les formalités de transfert de propriété citées plus haut peuvent être mises en œuvre avec des mobiles divers, finaliser une vente, liquider une dette antérieure, faire une donation ou réaliser un échange. Le même contrat, la stipulatio, permet en droit classique de réaliser une dizaine d'opérations différentes. Le contrat romain de locatio conductio correspond à nos contrats de bail, de travail et d'entreprise. Le contrat de fiducie est utilisé pour créer aussi bien un gage qu'un dépôt ou un prêt. Les juristes romains ne conçoivent pas que l'on crée une règle ou une institution, s'il est possible de rencontrer le problème par une interprétation souple des normes existantes. Cette attitude prudente, dictée il est vrai par un fond de conservatisme, a permis au droit romain de fonctionner grâce à des sources formelles relativement restreintes, du moins si on les compare à l'inflation législative actuelle. Autonomie, souplesse, richesse analytique et simplicité sont les qualités qui expliquent que le droit romain ait survécu à la société qu'il a créée, pour devenir, plusieurs siècles après, le fondement de la plus importante famille de systèmes juridiques modernes, la famille des droits dits romano-germaniques, que les Anglais appellent, le terme est significatif, droit continental. À ce titre, le droit romain mérite incontestablement une place de choix dans la formation universitaire des juristes. Première partie, droit romain et culture juridique européenne. Chapitre 1er, Rome et le droit romain. Le principal héritage que nous a légué la Rome antique est son droit, beaucoup plus que sa philosophie, sa peinture ou sa sculpture. Pourquoi le destin de Rome est-il si étroitement associé à son système juridique? Comment le droit romain a-t-il survécu à la disparition de l'empire qu'il a développé? Et comment nous est-il parvenu? Pourquoi l'étudie-t-on encore aujourd'hui? Au départ, le droit romain n'a rien d'universel. Comme bien d'autres systèmes juridiques de l'Antiquité, sa destinée se limite à prévenir et régler les conflits qui surviennent au sein d'une société traditionnelle, celle des Quirites, les citoyens d'une petite bourgade du Latium. Mais de façon continue, malgré des revers et des échecs, parfois sévères, Rome connaîtra une remarquable expansion territoriale, jusqu'à conquérir le Latium, l'ensemble de l'Italie, puis la totalité du bassin méditerranéen, et imposer son ordre politique et social, son mode de vie, son architecture et son urbanisme, sa langue et sa civilisation à de nombreux peuples. Sous l'Empire, le pouvoir de Rome s'étendra de l'Espagne à la Syrie, de l'Angleterre à l'Afrique du Nord. Durant les 2 premiers siècles de notre ère, que l'on a appelé l'âge d'or de Rome, les citoyens de cet immense État auront véritablement l'impression de faire partie d'un empire universel. Le droit romain, lui aussi, évoluera et s'adaptera à l'histoire de la société qu'il entend régir. Nous allons examiner les grandes lignes de l'histoire de Rome, pour comprendre le cadre chronologique et géographique dans lequel le droit romain a évolué.
Nous pourrons ensuite distinguer différentes étapes dans le développement de ce système juridique, qui a été d'application durant un millénaire. Section 1. Les grandes lignes de l'histoire de Rome. La légende et l'histoire. Comme celle de chaque peuple, l'histoire de Rome est un mélange de légendes et de réalités historiques qu'il est souvent difficile de séparer, surtout si l'on entend remonter à ses origines. D'une part, les sources disponibles sont pour la plupart postérieures à la période étudiée. Ainsi, le premier écrivain qui rédige une histoire des origines de la ville, Fabius Pictor, écrit à la fin du IIIe siècle avant notre ère, soit 5 siècles après la fondation légendaire de la ville. D'autre part, les écrivains romains sont aussi soucieux de magnifier leur cité que de rendre compte des faits historiques. Comme l'avoue l'historien romain Tite Live lui-même, on permet aux anciens de mêler le merveilleux aux actions humaines pour rendre l'origine des villes plus vénérable. S'il faut accorder à une nation le droit de sanctifier son origine et de la rattacher aux interventions divines, la gloire militaire de Rome est assez grande pour qu'elle puisse attribuer sa naissance et celle de son fondateur au dieu Mars, et que les hommes acceptent cette prétention, comme ils acceptent son autorité. Même si les légendes présentent beaucoup d'intérêt, dans la mesure où elles sont le reflet des conceptions religieuses, philosophiques ou politiques des Romains, il importe de les traiter avec prudence et de les lire à la lumière de la critique historique. Division chronologique de l'histoire de Rome. Il a fallu des siècles pour que la fédération de villages des bords du Tibre qui est à l'origine de Rome devienne un vaste empire. Traditionnellement, l'histoire de la Rome antique, qui couvre plus d'un millénaire, se divise en 3 grandes étapes chronologiques, la royauté, la république et l'empire. Cette division a évidemment un aspect conventionnel. Outre le fait qu'elle a été élaborée longtemps après la fin du monde antique, elle ne correspond pas à des mutations aussi importantes ni surtout aussi rapides que ne le suggèrent les termes employés. Ainsi, la mise en place des institutions républicaines n'a pas bouleversé en profondeur le mode de vie qui était celui des citoyens sous la royauté. De même, le Principat qui marque le début de l'Empire n'a certainement pas été vécu par les Romains comme une rupture par rapport à la République, compte tenu de la continuité des institutions publiques. La distinction entre royauté, république et empire, cependant, permet de souligner les grandes caractéristiques de chaque période et présente donc un aspect pratique qui justifie son maintien. 1. Les origines de Rome et la royauté. La légende des origines. La question des origines de Rome continue à alimenter le débat des historiens et des archéologues, qui avouent leur impuissance à confirmer la tradition littéraire antérieure à la période étrusque. La fondation de Rome repose sur une double légende, celle d'Énée et celle de Romulus. Au XIIe siècle avant notre ère, après la prise de Troie par les Grecs, le héros troyen Énée, fils de Vénus, fuit la ville en flammes et après un long voyage, parvient en Italie où il s'établit avec quelques compagnons. Il fonde la ville de Lavinium, épouse la fille du roi Latinus et à la mort de ce dernier, donne à tous ses sujets le nom de Latin. Pour les Romains, ce premier récit légendaire donne à leur ville grandeur et éclat, en rattachant sa fondation à la guerre de Troie, donc aux grandes épopées de la civilisation grecque. D'un point de vue historique, cette légende est un écho de la présence en Italie centrale, de navigateurs et de marchands venus de l'est de la Méditerranée au deuxième millénaire avant notre ère. Le deuxième récit légendaire se situe au 8e siècle avant notre ère. Romulus et son frère jumeau Rémus, fils du dieu Mars et de la Vestale Rhea Silvia, sont les descendants d'Énée par leur mère. Élevés par une louve avant d'être recueillis par des bergers du Palatin, ils décident, devenus adultes, de fonder une ville à l'endroit où ils ont été découverts par les bergers. Mais les 2 frères entrent en conflit. Rémus est tué par Romulus, qui devient le premier roi de la ville nouvelle, Rome, en 753. L'incertitude qui entoure les premiers siècles de son histoire a permis aux Romains de rattacher la naissance de leur cité, par l'intermédiaire de Romulus, aux dieux Vénus et Mars. D'après les témoignages de l'archéologie, on s'accorde sur le fait qu'au 8e siècle avant notre ère, le Latium est occupé par des populations unies par la même langue et une organisation sociale assez similaire, les Latins et les Sabins. Il y a vraisemblablement dans ces villages une organisation politique rudimentaire. Un roi, un conseil des anciens, une assemblée des hommes libres, selon un modèle social dont on a de nombreux exemples dans l'Italie ancienne. Les premiers rois de Rome.
Après un long règne, Romulus est, d'après la légende, enlevé au ciel. Son successeur, Numa Pompilius, est un législateur qui organise la cité, institue les rites religieux et crée le calendrier. Le troisième roi, Tullius Hostilius, est un guerrier qui détruit la cité ennemie de Rome, Alba Longue, guerroie contre les Étrusques et accroît la gloire et la puissance de Rome. Le quatrième roi, Ancus Marcius, est un constructeur. Il bâtit la première enceinte fortifiée de Rome ainsi que le port d'Ostie. Il est évidemment impossible de dire si ces 4 rois légendaires ont quelque réalité historique. Plus vraisemblablement, la légende veut nous parler des fonctions que doit remplir un chef d'État. Parmi les 4 rois qui se succèdent, nous rencontrons un fondateur, un législateur, un guerrier et un bâtisseur. Les Étrusques. Au 7e siècle avant notre ère, le destin de Rome se mêle à celui des Étrusques. D'origine encore discutée aujourd'hui, les Étrusques ne sont pas des Indo-Européens. Venus sans doute d'Orient, ils se sont établis au nord du Tibre dans l'actuelle Toscane, le nord du Latium et l'Ombrie, où ils ont développé une civilisation brillante fondée sur des cités groupées en fédérations. Vers 620, ils conquièrent Rome qu'ils transforment et aménagent en ville, dotée d'une citadelle et de murailles. Ils dominent alors un empire qui s'étend de la plaine du Pô au nord, à la Campanie au sud. Jusqu'à la fin du VIe siècle, Rome est gouvernée par des rois étrusques. Le premier roi étrusque, Tarquin l'Ancien, entreprend de grands travaux d'embellissement de la ville et construit notamment un réseau d'égouts. La domination étrusque est bénéfique pour Rome, qui connaît un développement urbain et un accroissement important de sa population. Elle devient le centre d'attraction du Latium. Sous la royauté, les structures sociales de Rome se mettent en place. La population s'organise en gentes, en clans se réclamant d'un même ancêtre. La structure de base est la famille élargie, placée sous l'autorité d'un pater familia, propriétaire du patrimoine familial et seul détenteur de la plénitude des droits civils et politiques. Le Sénat, qui contrôle le roi, chef religieux, militaire et politique de la cité, est composé de l'ensemble des pater familia. 2. La République. Durant près de 5 siècles, de 509 à 29, Rome connaît un régime républicain. Période essentielle dans l'histoire politique et juridique de Rome, la République met en place des institutions qui consolident les droits du citoyen et équilibrent les pouvoirs. Durant cette période, Rome se lance dans une politique de conquête, d'abord de l'Italie, ensuite de l'ensemble du bassin méditerranéen. Les institutions républicaines et l'extension territoriale sont les 2 caractéristiques majeures de cette période. Les institutions républicaines. Le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, est déposé selon la tradition romaine en 509. L'histoire exalte les vertus romaines de l'honneur et de la fidélité. Un fils du roi Tarquin serait tombé amoureux de Lucrèce, une vertueuse épouse romaine. Devant le refus de Lucrèce de céder à ses avances, il l'aurait violée, provoquant ainsi le suicide de Lucrèce et la révolte des Romains. En réalité, l'éviction des chefs étrusques semble quelque peu postérieure. Les historiens considèrent que les institutions républicaines se substituent au pouvoir royal vers 470. On a parfois parlé d'une révolution nationale et populaire, romain contre étrusque, mais il s'agit en réalité d'une réaction des patriciens contre le pouvoir royal, dictée par le souci de maintenir leurs privilèges. Pragmatique, les Romains créent plusieurs pouvoirs qui s'équilibrent et se contrôlent mutuellement. Pour remplacer la royauté et barrer la route au pouvoir personnel, les patriciens, les chefs des grandes familles, mettent en place un gouvernement original, le consulat. Il y a 2 consuls, qui exercent le pouvoir exécutif de façon collégiale et se contrôlent ainsi l'un l'autre. De plus, les consuls sont élus annuellement, ce qui les empêche de mener une politique à long terme et permet au Sénat, contrôlé par les patriciens, de garder le pouvoir effectif. D'autres magistratures sont créées par la suite. Les prêteurs chargés de rendre la justice, les censeurs, responsables du recensement et à ce titre, autorisés à adresser un blâme aux citoyens coupables de mauvaise conduite, les questeurs et édiles qui aident les hauts magistrats pour les questions financières et matérielles. À côté des magistrats, le Sénat joue un rôle de premier plan. Composé de représentants des grandes familles, de rang sénatorial, il exerce une fonction législative, dirige la politique extérieure de Rome et gère le trésor public.
Ces institutions ne font pas de la République romaine une démocratie au sens moderne du terme car le pouvoir, à travers le Sénat comme les magistratures, est aux mains d'une minorité, une classe dirigeante, les patriciens. Cicéron par exemple, reconnaît et légitime cette réalité, lorsqu'il se déclare opposé tant à l'absolutisme royal qu'au pouvoir du peuple. Il faudrait donc plutôt parler d'oligarchie, et le Sénat, par son caractère aristocratique, en est le miroir. Ceci dit, les institutions républicaines ont permis de réduire l'absolutisme royal et de consacrer la libertas, dans la mesure où elles reconnaissent et protègent les droits civils et politiques du citoyen romain qui peut à ce titre exiger le respect des lois qui lui garantissent cette liberté. L'extension territoriale. De façon constante, la période républicaine est caractérisée par une conquête continue de l'espace. Dès le 5e siècle avant notre ère, Rome entre en conflit avec ses voisins, qu'elle soumet pour contrôler peu à peu toute l'Italie, avant de se lancer à la conquête du bassin méditerranéen. On a parlé avec raison d'impérialisme romain. Sans doute, au départ, y a-t-il surtout la nécessité de se protéger contre les menaces que font régner les voisins comme les Étrusques ou les autres peuples italiques, sans oublier les Gaulois, qui attaquent Rome et prennent la ville au début du IVe siècle. Même si les Gaulois s'éloignent peu après, le souvenir de l'invasion celtique et de l'incendie de la ville restera vif dans la mémoire romaine, qui n'oubliera pas le danger du barbare, qu'il soit gaulois, germain ou plus tard, dace ou parthe. La peur d'États ennemis assez forts pour les menacer a donc poussé les Romains dans une politique militaire expansionniste constante. Mais il faut y ajouter l'appât du gain, butin de guerre, nouvelles terres à exploiter, richesses minières, impôts à charge des vaincus, et une foi certaine dans la mission civilisatrice de Rome. Même si les peuples soumis ont de la Pax Romana une autre vision que celle du vainqueur, nombre de Romains sincères sont persuadés de la supériorité de leur organisation politique et de leur mode de vie. C'est avec le sentiment de remplir une mission de pacification et de civilisation qu'ils lancent leurs légions à la conquête de nouveaux territoires. Conséquence des conquêtes et fin de la République. Les conquêtes procurent à Rome de grandes richesses, qui modifie profondément le paysage économique et social. Rome était une petite république de paysans soldats, elle devient une place financière importante, au centre d'une intense activité commerciale internationale. L'austérité, l'attachement à la terre et la solidarité familiale font place à la recherche du luxe, à la spéculation financière et à l'individualisme. Mais l'afflux de richesses, d'ailleurs fort inégalement partagées, provoque des mutations dans les mentalités et des divisions sociales. La prospérité économique est loin de profiter à tous. Une minorité s'enrichit, tandis que le chômage s'accroît dangereusement dans les villes, suite à l'arrivée massive d'esclaves provenant des provinces conquises. La classe moyenne tend à disparaître et les petits paysans, ruinés par l'importation massive de produits agricoles des provinces, viennent grossir la plèbe urbaine. Ces difficultés provoquent plusieurs révoltes sociales, qui dégénèrent en guerre civile. Les institutions républicaines sont de moins en moins adaptées aux réalités politiques et économiques. Au 1er siècle avant notre ère, la République se débat dans les troubles sociaux et les guerres civiles qui entraînent sa disparition de fait. C'est le temps des dictateurs, Marius, Sylla, Pompée, César, Antoine et Octave se succèdent, de coups d'État en lutte fratricide. 3. L'Empire. Le règne d'Auguste. Vainqueur de son rival Antoine, Octave parvient à rétablir la paix après un siècle de guerre civile. Il licencie une partie de l'armée, crée une administration et des institutions adaptées à la gestion d'un État qui s'étend de l'Espagne à la Syrie, et opère de nombreuses réformes, tout en donnant l'exemple du travail, de la correction des mœurs et de l'intégrité. En 27 avant notre ère, le Sénat donne à Octave le titre d'Auguste. Un nouveau régime politique est né, c'est le Principat, qui, pour les historiens modernes, marque le début de l'Empire. Auguste, tout en ayant soin de conserver à son régime une apparence républicaine, concentre d'importants pouvoirs militaires, politiques et religieux et devient de fait le premier empereur même si officiellement il n'est que le princeps, le premier d'entre les citoyens, défenseur et garant des institutions républicaines. Les 2 premiers siècles de l'Empire. Les successeurs d'Auguste gouvernent l'Empire avec des fortunes diverses. Certains comme Vespasien, Trajan ou Adrien sont de remarquables hommes d'État,
d'autres comme Caligula, Néron ou Domitien, sont de véritables psychopathes, arrivés au pouvoir par le jeu malheureux des successions héréditaires ou des adoptions. Cette première période de l'Empire s'étend du règne d'Auguste à celui d'Alexandre Sévère. En règle générale, les 2 premiers siècles de notre ère constituent une période de paix, d'essor économique et de bien-être matériel. L'ordre et la sécurité, la fameuse paix romaine, sont assurés, un vaste réseau routier est créé, de bonnes liaisons maritimes permettent le développement des échanges commerciaux. Un modèle de développement urbain se met également en place partout dans l'Empire. Les villes de province s'organisent selon le même schéma urbanistique, avec le même type d'administration municipale. Durant cette même période, le droit romain connaît son plein épanouissement. Tout n'est pas rose dans le tableau, et certains éléments négatifs annoncent la fin de l'âge d'or de Rome. La situation des esclaves est dans l'ensemble très dure tandis qu'à Rome, plusieurs centaines de milliers de citoyens sans ressources vivent de l'assistance de l'État qui leur distribue du pain et organise des jeux. Ce prolétariat urbain, désœuvré et assisté, est un danger permanent pour l'ordre public. Enfin, la succession au pouvoir impérial est assez aléatoire. Le fondateur du principat, Auguste, n'avait certainement pas voulu créer une dynastie, mais c'est bien son beau-fils, Tibère, qui lui succède à défaut d'héritier direct et le pouvoir impérial reste dans la même famille. La plupart des empereurs prennent soin de choisir leur successeur. Une dévolution héréditaire tente à s'instaurer, sans être pour autant une règle impérative. Cette incertitude est source de luttes de clans, qui annoncent les désordres et les guerres du IIIe siècle. 4. Le Bas Empire. La crise du pouvoir. À la mort d'Alexandre Sévère, décédé en 235 sans avoir désigné d'héritier, s'ouvre une période d'anarchie militaire, durant laquelle la plupart des empereurs sont nommés et déposés par l'armée. À l'exception de quelques parenthèses, comme les règnes de Dioclétien ou de Constantin, jamais Rome ne retrouvera la prospérité et la paix qu'elle a pu connaître par le passé. Les généraux se disputent le pouvoir impérial tandis que les dangers extérieurs se font de plus en plus vifs. Les Perses menacent l'Orient et les Germains les frontières européennes. Les peuples barbares envahissent plusieurs parties de l'Empire et dans certaines provinces, s'y établissent de façon durable. Le déclin économique et social. La crise politique et militaire de l'Empire n'est pas sans conséquences sur la vie des individus. On assiste à un déclin général de l'économie. Les échanges commerciaux diminuent ou sont même interrompus dans certaines régions, des villes autrefois prospères sont ruinées. Les grands domaines ruraux développent une économie de subsistance et vivent en autarcie. Compte tenu des dévaluations monétaires successives, les militaires et les fonctionnaires veulent être payés en nature. Pour faire face aux dépenses militaires, les empereurs alourdissent la charge de l'impôt. Afin d'assurer les besoins vitaux, le pouvoir s'en prend aux libertés individuelles. Les responsables municipaux sont obligés d'exercer leurs fonctions, les fonctionnaires sont militarisés et les métiers indispensables pour assurer l'approvisionnement sont considérés comme des services publics obligatoires. Les travailleurs agricoles ne peuvent plus quitter leur domaine. Partout, l'état de nécessité conduit à la dictature. Les réformes de Dioclétien. Certains empereurs, comme Dioclétien à la fin du IIIe siècle ou Constantin au IVe siècle, s'efforcent de remettre de l'ordre dans l'administration de l'État et la vie économique. Dioclétien prend des mesures énergiques pour renforcer l'Empire. Il réorganise les finances, l'armée et l'administration. Mais pour obtenir les moyens de sa politique, il donne au pouvoir impérial une nouvelle base en s'inspirant des monarchies orientales. Désormais, l'empereur est un maître, dont les citoyens ne sont que des sujets. L'administration est organisée selon un modèle militaire, elle est entièrement soumise au bon vouloir de l'empereur. Rome devient une monarchie absolue. De plus, pour faciliter l'administration d'un territoire aussi étendu et mieux résister aux menaces extérieures, Dioclétien s'adjoint un co-empereur, chargé de gouverner la partie occidentale de l'Empire tandis que lui-même prend en charge l'Orient. Cette mesure ouvre une nouvelle étape dans l'histoire de Rome, c'est le Bas Empire que l'on fait généralement commencer à l'avènement de Dioclétien en 284. Cette période marque surtout la fin de l'unité du monde méditerranéen. Désormais, l'Occident et l'Orient, malgré quelques tentatives plus ou moins fructueuses de réunion, constituent deux mondes qui vont s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre.
Les progrès du christianisme constituent le dernier facteur caractéristique de cette période. À partir de Constantin, l'Église reçoit un statut privilégié. Constantin se convertit au christianisme, arrête les persécutions contre les chrétiens et par l'édit de tolérance, encore appelé édit de Milan, autorise la religion chrétienne. Peu après, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. L'empereur s'entoure de conseillers ecclésiastiques et accorde aux évêques un pouvoir de juridiction. Cette situation aura une influence importante sur le droit privé romain. La fin du monde romain. Durant le IVe siècle, Rome résiste tant bien que mal aux menaces des populations barbares. D'incursions armées en mouvements de population, les tribus germaniques menacent la partie occidentale de l'Empire qui s'effondre au Ve siècle. Rome est prise en 410 par Alaric, roi des Visigoths et le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé en 476. Il est vrai que depuis longtemps, l'empereur d'Occident n'avait plus qu'un rôle de figurant dans des provinces gouvernées de fait par des chefs barbares. 5. L'Empire romain d'Orient. Byzance, que l'on appellera plus tard Constantinople, aujourd'hui Istanbul, est une cité grecque érigée sur la rive européenne du Bosphore, aux portes de l'Asie. Elle fut conquise par les Romains et intégrée à l'Empire, tout en demeurant de culture grecque. En 330, l'empereur Constantin en fit la nouvelle capitale de l'Empire et lui donna son nom. À la fin du IVe siècle, l'Empire fut définitivement divisé en deux parties, l'Orient et l'Occident. Quand l'Empire romain d'Occident s'effondra au Ve siècle, la rupture entre les deux parties du monde antique fut consommée. Constantinople et l'Orient devinrent exclusivement de culture gréco-hellénistique, chrétienne et orientale, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, date à laquelle Constantinople fut prise par les Turcs. Le règne de Justinien. Dans l'histoire de l'Empire romain d'Orient, encore appelé Empire byzantin, même si cette appellation n'a jamais été utilisée à Constantinople, une parenthèse latine doit être relevée, car elle a joué un rôle important dans l'histoire de l'Occident et du droit romain. Le dernier empereur oriental à utiliser le latin comme langue officielle est Justinien, qui règne de 527 à 565. Hanté par la grandeur passée de Rome, Justinien veut restaurer la puissance de l'Empire, récupérer les provinces perdues en Occident, réformer l'administration et codifier le droit romain. Politiquement et militairement, l'œuvre de Justinien fut un échec, malgré quelques victoires de façade. Décidé à rétablir l'Empire romain en récupérant les provinces perdues en Occident, Justinien parvint à reconquérir l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'Italie. Mais ses armées furent mal accueillies par les populations, à cause des taxes et des prélèvements qui s'ensuivirent. De plus, les frais provoqués par les campagnes militaires épuisèrent les ressources de l'Empire. Les successeurs de Justinien ne purent maintenir ces conquêtes, à l'exception de l'Italie qui resta byzantine pendant 2 siècles. Dans le domaine juridique, Justinien entreprend de restaurer le droit romain classique et d'en faire un instrument de stabilité politique et d'unité de l'Empire. Dans cette perspective, il entend codifier l'essentiel du droit romain tel qu'il a été élaboré au cours des siècles par les juristes classiques. Pour Justinien, cette codification, le Corpus Juris Civilis, est à la fois un moyen d'accroître son prestige en se présentant comme le continuateur des traditions romaines, et un moyen d'administrer plus facilement et plus efficacement l'Empire. Section 2. Une brève histoire du droit romain. On a coutume de distinguer 4 phases dans l'évolution du droit romain: le droit ancien, le droit classique, le droit post-classique et le droit de Justinien. À ces 4 étapes s'ajoute la redécouverte du droit romain au Moyen Âge et son influence sur le Code civil des Français de 1804 et sur les systèmes juridiques s'inspirant de la codification napoléonienne. 1. Le droit ancien. La première période, qui s'étend des origines de Rome à la moitié du IIe siècle avant notre ère, est celle du droit romain ancien. Au premier stade de son élaboration, ce droit conserve des liens étroits avec la religion et la magie, même s'il se laïcise assez rapidement. La société qu'il régit est rurale, et il s'agit pour l'essentiel d'un droit coutumier et très formaliste, qui convient bien à des familles vivant dans des structures patriarcales strictes, où le respect de la tradition est la vertu première. Le formalisme juridique. Dans un système formaliste,
La simple expression de volonté ne suffit pas pour qu'un acte juridique produise ses effets. Encore faut-il accomplir des rites, en parole ou en acte. La moindre erreur rend l'acte inefficace. En cela, il y a une différence essentielle avec la plupart des droits modernes, qui consacrent le principe selon lequel l'effet juridique est produit non par les formes mais par la volonté humaine. De même, pour agir en justice, il existe dans la vieille procédure connue sous le nom de legis action, action de la loi, un nombre limité de modes rituels qu'il faut respecter scrupuleusement. La moindre erreur dans le chef du plaideur a pour effet de lui faire perdre son procès. Le formalisme présente néanmoins plusieurs avantages. Il permet de déterminer avec précision la nature et le moment exact de l'engagement, en distinguant l'engagement proprement dit de la période préalable de négociation. Il simplifie le problème de la preuve dans la mesure où les paroles rituelles et les gestes stéréotypés sont généralement accomplis devant des témoins, qui les retiendront plus facilement. De plus, les formalités attirent l'attention des usagers sur l'importance de ce qu'ils sont en train de faire et leur évitent de se retrouver engagés par surprise. Enfin, la solennité, qui plonge souvent ses racines dans la sphère du religieux, donne plus de poids à l'engagement et incite les individus à le respecter. 2. Le droit classique. La deuxième période constitue l'âge d'or du système juridique romain. Cette période commence traditionnellement en 150 avant notre ère, pour deux raisons. C'est l'époque où apparaissent les premiers juristes professionnels, qui feront du droit romain un ensemble cohérent et rationnel. De plus, une nouvelle procédure judiciaire se met en place, la procédure formulaire, qui permet le développement de nouvelles règles de droit élaborées par le magistrat. La procédure formulaire. Beaucoup plus souple que la vieille procédure des legis action, la procédure formulaire se fonde sur des instructions écrites, formulae. Elle comprend deux étapes, la phase ignorée, en droit, et la phase appudi iudicem, devant le juge. La première phase se déroule devant le prêteur, qui est le magistrat chargé de rendre la justice. Après discussion avec les parties au conflit, le prêteur résume la question de droit dans une instruction écrite adressée à un juge, qui devra respecter la solution exprimée. Ensuite, la deuxième phase est organisée chez un juge, qui ne doit pas être un professionnel du droit. Le juge, sur base des instructions reçues du prêteur, vérifie les faits invoqués, entend les témoins et condamne ou absout le défendeur. Grâce à cette procédure, le prêteur reçoit de larges pouvoirs et en use pour compléter, voire modifier le droit lorsqu'il estime que ce dernier n'est plus adapté aux problèmes qui lui sont soumis. En cela, l'introduction de la procédure formulaire a permis au droit romain de connaître son âge d'or, en lui donnant une souplesse et une rapidité d'adaptation remarquables. Nous y reviendrons en étudiant les sources du droit. 3. Le droit postclassique. La période postclassique du droit romain coïncide plus ou moins avec le Bas Empire. Ces deux perspectives, juridique et politique, sont d'ailleurs étroitement liées car les traits marquants du Bas Empire, le centralisme politique, le pouvoir absolu et l'avènement du christianisme, expliquent l'évolution de son droit. Le droit postclassique est caractérisé par la concentration du pouvoir législatif dans les mains de l'empereur, par la fin du rôle créateur reconnu aux prêteurs en droit classique et par l'influence du christianisme, notamment dans le droit des personnes. La science juridique elle-même perd toute créativité. Puisque l'on doit, partout, appliquer docilement la législation impériale, il n'est plus nécessaire d'en faire une interprétation détaillée. Du reste, les empereurs eux-mêmes interviennent pour éviter les divergences juridiques et préciser quels juristes font autorité. Les invasions germaniques ne font pas disparaître le droit romain, qui continue à régir les populations d'origine gallo-romaine. Grâce aux codifications ordonnées par les rois germaniques pour leurs sujets d'origine romaine, il ne tombe pas complètement dans l'oubli durant le Haut Moyen Âge. Mais il s'agit d'un droit qui s'éloigne de plus en plus du modèle classique, du fait de la disparition des grandes écoles de droit et de l'isolement croissant des régions occidentales par rapport à Constantinople et à l'Orient grec. Il se transforme en droit romain vulgaire, c'est-à-dire en droit provincial applicable surtout en Italie et dans la France du Sud. Ce droit est connu et transmis par des compilations que les rois germaniques font rédiger, comme, au VIe siècle, la Lex Romana Visigotorum ou la Lex Romana Burgundianum. Ces diverses compilations s'inspirent principalement en les déformant,
du code de l'empereur romain Théodose II proclamé en 438, et des instituts du juriste classique Gaius. Mais petit à petit, même ce droit romain simplifié cesse d'être adapté aux mentalités et aux problèmes juridiques de l'époque et disparaît de la pratique. 4. Justinien et le Corpus Juris Civilis. Soucieux, comme nous l'avons relevé plus haut, de restaurer le droit romain classique, Justinien s'entoura de juristes chevronnés et les chargea de réaliser une vaste codification. Appelée Corpus Juris Civilis depuis le XVIe siècle, cette codification réalisée de 528 à 534 comprend le digeste, les instituts, le code et les novelles. Le digeste est une compilation d'avis et de solutions doctrinales élaborées par les meilleurs juristes classiques, principalement Paul et Ulpien, deux juristes du IIIe siècle de notre ère. Le digeste ne cite pas les auteurs dans un ordre chronologique, mais retient les extraits les plus significatifs en les classant, de façon relativement cohérente, selon l'ordre des matières. Les instituts sont un manuel de droit romain élémentaire, destiné à l'enseignement. Cet ouvrage s'inspire largement des instituts de Gaius, qui datent du IIe siècle de notre ère. Le Code est un recueil de décisions impériales, d'Adrien à Justinien. Les décisions ne sont pas citées in extenso mais abrégées, complétées ou corrigées, ce qui montre bien le but pratique de la compilation. Le Code, qui connut 2 éditions successives, fut complété par les novelles, collections particulières reprenant les décisions postérieures au Code. Après la mort de Justinien, son œuvre juridique resta d'application en Orient, mais pas en Occident, qui avait subi depuis plus d'un siècle les invasions germaniques. Le digeste parut beaucoup trop compliqué. Tout au plus utilisa-t-on, partiellement et seulement en Italie, le Code et les instituts qui tombèrent en désuétude à la fin du VIe siècle, même si certaines régions européennes comme l'Italie et le midi de la France restèrent dominées par les principes juridiques romains. 5. La redécouverte du droit romain. L'histoire du droit romain ne s'arrête pas avec la fin de la Rome antique, car il connaît une seconde vie à travers l'influence profonde qu'il exerce sur la pensée médiévale et par sa réception dans des systèmes juridiques modernes. Au XIe siècle, la codification de Justinien est redécouverte, un peu par hasard, dans une bibliothèque italienne. Les intellectuels trouvent ce système juridique plus intéressant que le droit pratique appliqué dans leur pays, et ils l'adoptent comme base de l'enseignement juridique à l'Université de Bologne. C'est l'époque où l'école de droit de Bologne est particulièrement active. Elle devient le principal centre d'études du Corpus Juris Civilis. C'est le point de départ de la renaissance du droit romain, progressivement étudié dans la plupart des universités européennes, qui se créent du XIIe au XVe siècle. Avec le droit canonique, il est le seul à y être enseigné. De la sorte, même s'il n'est officiellement pas appliqué par les tribunaux, il joue un rôle déterminant à travers la formation des juristes. Il y a donc en Occident 2 systèmes juridiques. Le droit coutumier que l'on apprend sur le tas par la pratique, et le droit savant que l'on étudie à l'université et que le Moyen-Âge appelle ratio scripta, la raison écrite. Base de l'enseignement dans les universités, le droit romain peut donner à l'Europe moderne des concepts, un vocabulaire et des raisonnements spécifiques. Soutenu et diffusé par cet enseignement, défendu par la plupart des intellectuels et notamment par les membres de l'école du droit naturel, le droit romain est souvent incorporé aux textes législatifs ou aux coutumes lorsqu'elles sont rédigées. Dans plusieurs pays européens, il entre naturellement en concurrence avec le droit coutumier, issu de la tradition juridique germanique. 6. Le Code civil de 1804 et le droit romain. À l'époque moderne, le droit romain trouvera un instrument de diffusion privilégié dans le Code civil des Français, encore appelé Code Napoléon, promulgué en 1804. Pour réaliser son projet d'unification du droit, Napoléon nomme une commission de 4 juristes qu'il charge de rédiger un code civil. Parmi ces 4 juristes, Portalis, dont l'influence est la plus grande, est profondément marqué par le droit romain. Même s'il reste dominé dans certains domaines, par l'esprit de la Révolution française, le Code civil s'efforce de faire la synthèse des solutions coutumières et des règles du droit romain qui, dans certaines matières comme les contrats ou le droit des biens, reçoivent une place prépondérante. Le Code Napoléon a exercé une influence considérable,
au-delà du ressort territorial pour lequel il était initialement prévu, et au-delà du régime politique qu'il a vu naître. Son expansion a d'abord été réalisée par la force des armes. Les territoires et pays occupés par l'armée française se sont vus imposer le code plus qu'ils ne l'ont adopté. Le rêve de Napoléon était de voir son code s'appliquer à l'Europe entière, et cet objectif a été réalisé, au moins en partie. Le code fut introduit en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, dans de nombreux États allemands, en Pologne, en Italie et en Espagne. Il est souvent resté d'application après la chute de l'Empire français, ce qui s'explique surtout par ses qualités. Au XIXe et XXe siècle, par le fait de la colonisation, son influence s'étendit ensuite à l'Amérique latine et à la plupart des pays d'Afrique francophone. 7. La famille romano-germanique. On a pris conscience assez tardivement de la réalité de la famille romano-germanique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les pays qui en relevaient étaient plus sensibles à leurs différences internes qu'à leurs points communs, parce qu'ils ne prenaient en considération que les droits du continent. Mais à partir du moment où la comparaison s'est faite par rapport au common law anglo-saxon, l'appartenance des droits continentaux à une même famille juridique est devenue évidente. Même si le contenu des règles est différent, tous ces droits utilisent le même vocabulaire, les mêmes concepts et les mêmes divisions, par exemple droit public, droit privé, responsabilité civile, responsabilité pénale ou droit réel, droit personnel. Ils connaissent les mêmes sources du droit, en accordant la primauté à la loi, comprise comme l'expression idéale d'une règle générale et abstraite. Ils ont pour cette raison, tous connu le phénomène de la codification. Pour les juristes relevant d'un système romano-germanique, l'étude du droit romain s'impose en ce qu'elle permet de comprendre l'évolution des institutions juridiques et de distinguer, dans le droit moderne, l'essentiel et l'accessoire. Les règles évoluent constamment dans leur contenu matériel, mais beaucoup moins dans leur structure et leur mode de fonctionnement. Il existe une méthode juridique, assez stable pour être maîtrisée, qui permet de définir un système. Section 3. Les multiples sens du mot droit. Selon le contexte dans lequel il est utilisé, le mot droit, ius en latin, peut revêtir une des 4 significations suivantes. Un idéal supérieur d'ordre philosophique, un ensemble de règles en vigueur dans une société donnée, la discipline intellectuelle qui étudie ces règles, ou un pouvoir reconnu à un individu. 1. Le droit comme valeur morale. Dans la culture juridique romaine, il arrive que l'on parle du droit comme d'un idéal, une finalité de l'agir humain, comme un ensemble de valeurs qui s'imposent à toute autorité. C'est dans cette perspective que l'on parle de droit naturel, ou ratio naturalis. Ainsi, le juriste Gaius, au IIe siècle de notre ère, distingue le droit propre à chaque peuple, du droit que la raison naturelle établit entre tous les hommes. En mentionnant la raison naturelle, Gaius la reconnaît comme source universelle, qui s'impose à tous. La célèbre définition de Cels, pour qui le droit est art boni et equi, l'art du bon et du juste, relève de la même inspiration. Gaius cependant, comme la plupart des juristes romains, n'entend pas identifier l'ordre juridique et l'ordre moral. Il sait bien que le droit n'est pas synonyme de justice, et que tout ce qui est juridiquement permis n'est pas pour autant moralement correct. Par exemple, les juristes romains sont conscients du fait que l'esclavage, s'il correspond aux normes en vigueur dans la plupart des sociétés antiques, est malgré tout une institution contra naturam, un état contre nature. Si Gaius recourt à la ratio naturalis, c'est essentiellement pour donner au droit un fondement rationnel, pour éliminer l'arbitraire, pour défendre la liberté du juriste, qui n'a pas à se soumettre à des ordres extérieurs à la sphère juridique ni à la dictature des faits. 2. Le droit positif. Dans son deuxième sens, le droit désigne l'ensemble des règles en vigueur à une époque donnée dans une société donnée. Dans ce sens, on parle aujourd'hui de droit objectif pour l'opposer au droit subjectif, ou de droit positif pour l'opposer au droit naturel. Le droit positif a un but immédiat, qui est d'assurer la résolution des conflits entre les membres d'une société donnée. Assez logiquement, l'intervention du droit se marque dans les secteurs de la vie sociale que la société considère comme nécessaires à sa cohésion et à sa reproduction. Par exemple, si le droit romain ne réglemente guère l'utilisation de ressources naturelles comme l'air ou l'eau,
c'est parce qu'il n'y voit pas d'intérêt, du fait de l'abondance de ses ressources naturelles apparemment inépuisables. Ainsi, lorsqu'un propriétaire dit qu'une chose est à lui ex iure quiritium, en vertu du droit des Romains, il fait référence à un ordre juridique précis, l'ensemble des normes appliquées à son époque dans les territoires soumis à la puissance de Rome. Pour qu'il y ait du droit, il faut qu'il y ait un juge. Une règle de droit, pour mériter cette qualité, suppose que les tribunaux acceptent de la reconnaître comme telle et de la sanctionner en conséquence. Il en résulte qu'une société donnée peut considérer comme juridique une règle qui, dans une autre société, relève d'un autre mode de gestion des rapports sociaux comme la religion ou la morale. Par exemple, le rapport entre parents et enfants peut être abandonné aux usages familiaux dans la société romaine de l'époque classique alors qu'il est l'objet de règles qui, dans la plupart de nos sociétés contemporaines, seront considérées comme juridiques et pourront de ce fait donner lieu à intervention d'un tiers en cas de conflit. Cette différence tient au fait que le droit, beaucoup plus qu'un catalogue de règles, est fondamentalement une façon de penser les rapports aux autres. Ius civilis et ius gentium. Plus précisément, au sein de ce que l'on pourrait appeler le droit positif romain, il convient de distinguer le ius civilis du ius gentium. Les juristes classiques parlent du ius civilis pour désigner l'ensemble des normes applicables aux citoyens romains. Le ius civilis est donc le vieux droit romain, élaboré à une époque où il ne fallait régir que les seules relations entre citoyens. Comme le dit le juriste Gaius, le droit que chaque peuple s'est donné à lui-même lui est propre et s'appelle droit civil, ce qui signifie droit propre à la cité. Mais l'extension territoriale et le développement du commerce entraînent un développement croissant des litiges impliquant des étrangers. Pour traiter ces litiges, on nomme un magistrat particulier, le prêteur pérégrin, en 242 avant notre ère. Ce magistrat est beaucoup plus libre que le prêteur urbain, chargé lui d'appliquer le ius civilis. En effet, le prêteur pérégrin, puisqu'il ne s'adresse pas exclusivement à des citoyens, peut adapter les règles romaines aux nécessités du moment, ou emprunter à d'autres droits des règles qu'il juge mieux adaptées. De la sorte, une espèce de droit commun se met en place petit à petit, plus pratique, plus moderne et moins formaliste, un mélange de droit romain simplifié et de règles empruntées au commerce international et aux communautés étrangères établies à Rome. Le ius gentium a joué un rôle important dans l'histoire du droit romain. Appliqué au départ à Rome par le prêteur pérégrin, il se répandit petit à petit dans les provinces et surtout, influença profondément le ius civilis. Les Romains qui connaissaient des litiges avec des étrangers eurent l'occasion d'apprécier la simplicité et l'efficacité du ius gentium, dont de nombreuses règles furent reprises par le prêteur urbain et intégrées de ce fait dans le ius civilis. En 212 de notre ère cependant, un édit de l'empereur Caracalla accorda la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Dès lors, il n'y eut plus de différence significative entre le ius civilis et le ius gentium. 3. La science du droit. S'il est une pratique, le droit, comme la médecine, est également une science ou une discipline intellectuelle, qui fait l'objet d'un enseignement et utilise des méthodes rationnelles. Il revient aux juristes romains d'avoir élaboré une véritable science du droit, avec ses méthodes et ses objectifs spécifiques, et d'en avoir fait l'objet d'un enseignement systématique. Une des parties de la codification de Justinien, les Institutes, dont nous avons parlé plus haut, est un manuel d'enseignement auquel l'empereur attachait beaucoup d'importance. 4. Les droits subjectifs. Le quatrième sens du terme est celui de droit subjectif. On entend par là des prérogatives, des facultés, des pouvoirs reconnus à un individu, lui permettant d'avoir un comportement déterminé ou d'exiger d'autrui un comportement déterminé. Par exemple, le juriste Paul définit l'usufruit comme ius alieni rebus utendi fruendi, le droit d'utiliser la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits. Autant dire que les droits subjectifs sont nombreux et variés. En ce sens, on peut citer le droit de propriété, le droit du créancier d'obtenir le remboursement de sa créance, le droit de se marier, le droit de réclamer réparation d'un dommage que l'on a subi ou le droit de vote. Les pouvoirs reconnus aux individus par un ordre juridique s'exercent le plus souvent sous la protection d'institutions créées à cet effet, comme les tribunaux. Il est difficile d'imaginer des droits subjectifs si ceux-ci ne bénéficient pas d'une protection juridique,
essentiellement grâce à des actions en justice. La chose est particulièrement vraie en droit romain, où chaque droit subjectif est protégé par une action en justice spécifique. Le droit de propriété par l'action en revendication ou rei indicatio ou celui du créancier gagiste par l'action de gage. Droit subjectif et personnalité sont des notions étroitement liées. Comme nous le verrons en étudiant le droit des personnes, une personne est titulaire de pouvoir et peut se définir comme sujet de droits et d'obligations. Dans la perspective romaine, un être humain ne peut pas être considéré en dehors de la communauté à laquelle il appartient. C'est en fonction de son statut, familial et social, qu'il se voit reconnaître des droits subjectifs. Il n'empêche que les Romains comprennent la personne, même si elle n'existe qu'à travers son réseau de relations, comme le siège de pouvoir, de prérogatives, qui lui donne sa véritable existence sociale. Chapitre 2 – Les sources du droit romain. Typologie des sources du droit. Les règles de droit ont leur histoire. Elles procèdent de différents facteurs qui expliquent leur élaboration progressive. Lorsque l'on parle des sources d'un ordre juridique, on distingue généralement les sources documentaires, les sources matérielles et les sources formelles du droit. Les sources documentaires, encore appelées sources historiques, sont les données de toute nature qui permettent de connaître le droit et les institutions juridiques en vigueur dans une société donnée. Par exemple, les sources documentaires du droit romain classique sont des manuscrits, des papyrus, des inscriptions gravées sur des monuments ou des mentions dans la littérature latine. Elles intéressent surtout les historiens qui, grâce à elles, peuvent savoir quelles règles sont d'application dans la société qu'ils étudient. Les sources matérielles, qui tirent leur nom du fait qu'elles fournissent aux règles leur matière, leur contenu, sont les causes profondes de l'émergence d'un ordre juridique, celles qu'étudient les historiens lorsqu'ils se demandent pourquoi telle règle est née. Ce sont les facteurs économiques, politiques et sociaux, les principes religieux et philosophiques, le poids de la tradition, les données de l'histoire et les contraintes géopolitiques qui imposent en quelque sorte à une société donnée de produire telle ou telle règle. Par exemple, une société qui tire l'essentiel de ses revenus de la production agricole ne sera pas régie par les mêmes règles qu'une collectivité urbaine. Les sources formelles, enfin, sont les procédés par lesquels une règle arrive à l'existence. Il s'agit des procédures à suivre pour qu'une règle puisse s'insérer dans un système existant, être considérée comme valide et acquérir de ce fait une force obligatoire. Ainsi, dans notre société, la source formelle de la majorité des règles est aujourd'hui la législation. Les sources formelles intéressent les juristes qui se demandent comment telle règle est née. Ce sont elles qui vont nous intéresser ici. Les sources romaines. C'est dans le désordre que le juriste Gaius énumère les sources du droit romain. Les droits du peuple romain proviennent des lois, des plébiscites, des senatus consultes, des constitutions impériales, des édits des magistrats et des opinions émises par les jurisconsultes. Gaius place apparemment ces sources sur pied d'égalité alors que nous le verrons, elles sont de nature différente et surtout d'importance variable. Il importe de ne pas analyser les sources romaines à travers nos catégories juridiques contemporaines. S'il y a des lois à Rome, jamais elles n'ont eu l'importance qui est la leur aujourd'hui. Dans la première partie de son histoire, le droit romain a été essentiellement coutumier. Les normes du ius civile, du droit des citoyens, n'ont pas été adoptées à un moment précis par une autorité donnée. Elles ont au contraire été élaborées petit à petit, pour s'intégrer aux traditions ancestrales et constituer l'ordre de la cité. Dans une deuxième phase, la source la plus importante du droit romain résulte de l'activité du préteur, qui est le magistrat chargé de rendre la justice, et des jurisconsultes, simples particuliers formés au droit, qui remettaient des avis sur les questions juridiques. On le voit, la loi à Rome n'a joué qu'un rôle restreint dans l'élaboration du droit. Si l'on s'efforce de mettre de l'ordre dans l'énumération de Gaius, qui ne mentionne pas la coutume, sans doute parce qu'à son époque elle a cessé d'être source de droit, on examinera successivement, en ayant recours à la classification moderne, les sources coutumières, législatives, jurisprudentielles et doctrinales. Section 1 – La coutume. Règles juridiques résultant d'habitudes collectives répandues depuis longtemps et tenues pour obligatoires. La coutume se distingue du simple usage et requiert 3 éléments: un comportement répété, un caractère obligatoire et une ancienneté suffisante. Les éléments constitutifs d'une coutume.
Pour que naisse la coutume, il faut tout d'abord qu'il y ait continuité de comportement au sein d'un groupe social. Il n'est pas nécessaire que l'usage soit constant et sans intermittence, mais des comportements isolés ne seront pas suffisants. Comme le dit la maxime, une fois n'est pas coutume. Le deuxième élément est d'ordre psychologique. Il faut que le comportement en cause soit ressenti comme obligatoire, contraignant. Pour prendre un exemple contemporain, le fait pour une femme mariée de porter le nom de son mari constitue un usage, plus ou moins répandu selon les groupes sociaux et les milieux professionnels, mais non une coutume, parce que cet usage est dépourvu de force obligatoire. Il ne doit pas pour autant y avoir unanimité, toute société connaissant une déviance partielle. Le fait que quelques personnes refusent de respecter le comportement en cause est sans conséquence, car la coutume repose sur la considération que lui accorde la majorité. Enfin, troisième élément requis, la coutume, pour être considérée comme établie, doit avoir subi l'épreuve du temps. Il n'y a pas de règle unique à ce propos. Il faut et il suffit que la coutume ait été appliquée pendant un temps assez long, pour que son existence ne puisse pas être mise en cause. C'est le sens de l'expression coutume immémoriale, qui signifie que l'on n'a plus le souvenir d'une norme contraire. Il est normal que la coutume soit chronologiquement la première source du droit. La société traditionnelle romaine accorde aux ancêtres une place prépondérante. Leurs comportements ont naturellement une valeur impérative. De plus, les contraintes sociales pèsent plus lourdement sur une communauté encore limitée dans l'espace parce que le contrôle mutuel est serré. L'extension de Rome s'accompagnera d'une diminution nette de l'importance relative de la coutume. Le juriste Julien, au IIe siècle de notre ère, ne la considère plus que comme une source subsidiaire, à défaut de lois écrites. Il faut dire aussi que la concentration du pouvoir, sous l'Empire, n'est guère compatible avec des normes qui ne sont ni créées ni contrôlées par l'autorité. Les coutumes du droit romain. Les coutumes romaines, à l'époque de leur plein essor, entendent régir tous les cercles de la vie sociale. On trouvera donc, selon le groupe social étudié, des coutumes familiales, gentilices, ethniques ou commerciales. Les coutumes familiales corrigent ce que le pouvoir absolu du pater familia pourrait avoir de dangereux et d'arbitraire. Il est vrai que le pater familia règne en maître sur tous les individus, libres ou non, qui sont soumis à sa puissance. Mais il est lui-même tenu de respecter les traditions familiales, sous peine de subir la colère des dieux ou surtout, la réprobation de ses pairs. De nombreuses règles du droit des personnes sont issues de coutumes familiales concordantes. Les coutumes gentilices sont les usages communs à plusieurs familles, qui sont alliées par le fait qu'elles prétendent descendre d'un ancêtre commun. Elles ont un nom commun, et des habitudes religieuses communes. Les rapports entre ces familles sont réglés par des normes précises, notamment en matière de mariage ou de droit des successions. Les coutumes ethniques créent un lien juridique entre les Romains et plusieurs autres communautés latines. Même s'ils se font la guerre à l'occasion, les Latins ont en commun de nombreuses institutions, religieuses et culturelles, qui permettent l'émergence d'un droit privé commun. Ainsi, les rites et conditions du mariage sont semblables, de même que les procédures contractuelles ou certaines actions en justice. Les coutumes commerciales sont dictées par les nécessités du métier, qui poussent chaque catégorie professionnelle à adopter des usages communs. Depuis toujours, les commerçants ont ressenti la nécessité de disposer de règles juridiques adaptées à leurs pratiques, concernant par exemple les contrats ou les modes de preuve. Issus de la pratique, ces coutumes se distinguent souvent du droit commun par leur souplesse et leur absence de formalisme. La codification des coutumes. En droit romain comme dans d'autres systèmes juridiques, un phénomène particulier a contribué au déclin de la coutume. Il s'agit de la codification qui a, paradoxalement, pour but premier de mieux la connaître et la conserver. À partir du 5e siècle avant notre ère, poussés par le sentiment d'être livrés à l'arbitraire des magistrats, tous patriciens, les plébéiens exigèrent que les règles juridiques coutumières fassent l'objet d'une mise par écrit, afin de vivre, non pas dans l'égalité mais du moins dans une relative sécurité. Après une longue opposition, le Sénat finit par s'incliner et institua une commission de 10 magistrats chargés de rédiger le droit en vigueur. Ce travail de codification aboutit, sans doute en 450 avant notre ère, à la rédaction de la loi des 12 tables, qui fut affichée au forum sur 12 plaques de bronze.
Si elle augmenta la sécurité juridique en améliorant la connaissance des règles coutumières, cette codification, qui n'en est pas une au sens moderne du terme parce qu'elle est lacunaire et désordonnée, eut un effet négatif sur le dynamisme naturel de la coutume, qu'elle empêcha d'encore évoluer et s'adapter aux problèmes nouveaux. Elle contribua à son déclin, au profit d'autres sources de droit. Section 2. La législation. L'antériorité de la coutume sur la loi au sens large, comprise comme la décision unilatérale d'une autorité déterminée, se marque dans le fait que la première grande œuvre juridique, la loi des 12 tables, est en réalité, comme nous l'avons dit, une mise par écrit de principes coutumiers. Son objectif n'est pas de mettre en cause le droit existant, mais simplement de préciser les règles coutumières immémoriales et surtout, d'en rendre la connaissance plus facile. C'est d'ailleurs une constante en droit romain. Longtemps, les interventions législatives ne seront pas un instrument de changement mais le moyen de préciser et d'expliciter les normes du ius civilis traditionnel. La législation au sens large, à Rome, est composée des lois républicaines, des interventions du Sénat et des décisions impériales. Les lois républicaines. Dispositions générales et abstraites émanant d'une autorité compétente pour la poser. La loi, dans la Rome républicaine, prend la forme de la lex, la loi au sens strict, et du plébiscite, voté par l'assemblée de la plèbe. L'initiative appartient toujours à un magistrat, qui convoque l'assemblée et lui soumet son projet. L'assemblée ne peut qu'adopter ou rejeter l'ensemble du projet, sans pouvoir l'amender. Cette technique législative favorise le dépôt de lois fourre-tout, ressemblant à nos lois uniques ou lois programmes actuelles, permettant de faire adopter, en les mêlant à d'autres, des mesures impopulaires. Sous la République, un grand nombre de lois et plébiscites sont adoptés qui règlent surtout des questions de droit pénal et de droit administratif. Il en existe néanmoins qui concernent le droit privé, comme la Lex Aquilia du IIIe siècle avant notre ère, qui impose la réparation du dommage causé injustement au bien d'autrui et constitue le fondement de notre responsabilité dite aquilienne ou civile. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la démocratie parlementaire à Rome. Ni la composition des assemblées, ni le processus de vote ne sont démocratiques. La lourdeur de la procédure, les risques de troubles et la difficulté de contrôler une assemblée populaire expliquent sans doute la disparition de la voie législative sous l'Empire. Les successeurs d'Auguste préféreront recourir au Sénat, plus facile à contrôler, pour adopter des décisions générales. L'activité législative du Sénat. Assemblée importante à Rome, du moins sous la République, le Sénat, composé d'anciens magistrats, peut délibérer sur tout problème de politique intérieure ou extérieure. Juridiquement, il ne fait qu'exprimer un avis ou senatus consulte qui n'a pas force obligatoire. Mais les magistrats en fonction sont pratiquement tenus de suivre les avis du Sénat, autant à cause du prestige qui s'attache à cette institution que parce qu'ils seront obligés à leur sortie de charge de lui rendre des comptes. Sous la République, l'intervention du Sénat dans le processus législatif prend la forme d'un contrôle de régularité des décisions des assemblées. Le Sénat peut annuler une loi lorsqu'il estime qu'elle est irrégulière, soit pour vice de fond, soit pour vice de forme. Il joue ainsi le rôle de cour constitutionnelle. Sous l'Empire, le Sénat perd une grande partie de son pouvoir politique. L'empereur le consulte encore pour certaines questions mineures ou le charge d'organiser les grands procès criminels, mais tous les problèmes importants, comme la levée d'impôts ou la politique militaire, sont gérés directement par l'administration impériale. En revanche, le Sénat conserve un rôle important dans le domaine du droit privé. Les empereurs préfèrent confier la gestion de ces matières au Sénat plutôt que de s'en occuper eux-mêmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.